Bonjour et bienvenue dans mon playthrough de Xenonote X Division version 1.010. Ceci est le chapitre 1, présentation du jeu et première mission. Très bien, alors avant qu'on se lance, que veulent dire toutes ces choses que je viens de prononcer? Xenonote est un jeu de tactique au tour par tour, dans la même lignée que les UFO, et donc différent des XCOM et autres jeux de tactique au tour par tour. Il s'agit d'un jeu plutôt long, il faut une quarantaine d'heures pour le finir en version vanilla, et là plus spécifiquement ce dont je parle c'est du mode X Division. X-Division est un mode qui est en production depuis maintenant de très nombreuses années. Il fait passer le jeu à peu près de 200 mégaoctets à 6 gigaoctets. Il dispose d'une énorme quantité de contenu et il fait passer la durée de vie du jeu d'une quarantaine d'heures à facilement une centaine voire 200 heures. C'est pas une expérience qui partage très bien. Donc mon but c'est de créer des vidéos qui vont condenser les moments les plus intéressants d'une partie pour que vous puissiez quand même avoir une idée de quoi il s'agit et que j'utilise un format différent du streaming qui prendrait au fait des années pour terminer une partie. Lançons donc une nouvelle partie. La difficulté que je vais choisir c'est la difficulté moyenne, New Game plus 1, qui s'adresse aux joueurs ayant au moins une vingtaine d'années d'expérience dans des jeux de tactique. J'ai déjà terminé le jeu une fois, j'espère que la connaissance acquise pourra faire la différence et justifier le New Game plus 1, mais cela étant j'avais joué à une version précédente, il y a plusieurs années, je m'attends à tomber sur pas mal de nouveaux contenus, quelques surprises, en tout cas je l'espère. Je ne vais pas non plus choisir Iron Man, je sais que le mode est parfois instable, je préfère pas perdre ma partie suite à un bug ou un morceau du mode qui est mal codé. Je ne compte cela étant pas recharger ma partie à tort et à travers, en tout cas pas sans avoir une très bonne raison. L'écran que vous avez devant vous est le Geoscape. D'ici on peut contrôler la planète. Contrairement à un UFO classique, le mode nous met en jeu directement avec une somme extrêmement conséquente, assez pour immédiatement placer plusieurs bases et couvrir le monde d'une couverture radar complète. C'est d'ailleurs ce que je vais m'empresser de faire. Les bases mettent un certain temps à se construire, le plus tôt sera le mieux. Je vais avoir besoin à terme d'avoir ces bases. Les différents cercles que vous pouvez voir correspondent aux portées des radars que je vais construire une fois que les bases seront installées. Donc là pour l'instant j'essaie juste d'optimiser mon placement. Maintenant qu'on a choisi les sites de construction, on va inspecter notre première base en commençant par les soldats qui y habitent. Notre roster de troupes initiale est composé de soldats d'élite pour un début de partie, souligné par certaines caractéristiques sur fond sombre. Plus le fond est sombre, plus la caractéristique est bonne, sur une échelle de 1 à 100. Le statut Chinook à droite indique également quels soldats sont chargés dans le vaisseau de déploiement pour notre première mission et lesquels vont rester à la base. Cela étant, ma première décision sera de ne pas envoyer ces soldats au combat, surtout pas. La mortalité des premiers combats du jeu est très élevée, leur niveau d'expérience serait gâché s'ils venaient à mourir sur une balle perdue, simplement parce qu'on manque encore d'équipement. Je vais recruter 8 soldats parmi les recrues disponibles, en mettant en priorité la bravoure et les réflexes, les caractéristiques 5ème et 6ème. Ce sont les plus difficiles à faire monter. Les statistiques représentent respectivement le nombre d'actions possibles pour les TUS, les points de vie pour les HP, le poids portable pour la force, la capacité à toucher l'ennemi pour l'accuracy, la capacité à ne pas se faire toucher par l'ennemi durant notre tour et à toucher l'ennemi durant leur tour pour les réflexes, et la capacité à avoir le moral pour la bravoure. Une fois la demande de recrutement faite, les nouveaux soldats arriveront dans 3 jours. On va faire un rapide tour de la base. On va commencer par le laboratoire qui contient des scientifiques en train de faire la première recherche du jeu, qui lancera l'histoire du jeu, une usine dans laquelle pour l'instant je ne peux rien faire, un entrepôt vide, les baraquements avec le listing des équipements de nos soldats, un garage vide et une piste d'envol qui contient le listing de nos avions. Le dernier bouton correspond à la Xenopédia, l'encyclopédie du jeu. Je connais déjà le contenu de la plupart des textes, mais je laisserai chaque recherche à l'écran quelques secondes afin que vous puissiez mettre en pause la vidéo pour lire le texte si vous le souhaitez.
Je vous le recommande, les textes sont généralement assez drôles, les textes standards du jeu sont très scientifiques, mais les textes du mode sont vachement plus Drunken Science, et voilà, je trouve ça plutôt amusant dans l'ensemble. Je sais aussi que la résolution de la vidéo est peut-être pas de la meilleure qualité, c'est mon premier enregistrement, il y a pas mal d'options que je compte tester pour améliorer ça. Si c'est pas agréable à lire, mieux vaut me prévenir, je verrai si je peux travailler à améliorer ça en premier. Et à peine tout cela effectué, notre devoir nous appelle pour la première fois. Un ovni a été détecté non loin de notre base principale, on va l'intercepter. Il est possible d'envoyer jusqu'à 3 avions en même temps, mais le transport n'est pas armé, l'avion radar est trop lent pour pouvoir intercepter quoi que ce soit. Nos 2 chasseurs feront normalement assez pour le premier vaisseau du jeu. 0% de chance de réussite automatique, c'est plutôt normal de la part du jeu. Le CPU ne sait pas utiliser les avions tels que le mode les conçoit, on va faire ça à la main. En combat aérien, le but est de mettre l'ennemi dans nos cônes verts et de rester en dehors des cônes rouges. C'est plutôt simple, mais les aliens ont tendance à avoir des meilleurs équipements et des meilleurs avions, plus maniables, plus rapides, plus puissants. On est deux, donc on va commencer par faire une approche en V, attirer l'attention de notre adversaire sur un de nos 2 chasseurs et utiliser le deuxième pour se mettre derrière. Quelques manœuvres plus tard, notre adversaire se crache et laisse derrière lui ce qu'on appelle un site de crash. Hélas, les soldats que nous avons recrutés ne seront pas là avant encore au moins 70 heures, on ne peut pas faire donc grand chose de plus qu'attendre et voir l'opportunité de notre première mission disparaître dans la nature. Un autre choix aurait été de bombarder le site à distance, ça donne un petit boost de relation avec le pays et une petite compensation monétaire, mais au moment où j'ai fait l'enregistrement, je ne me souvenais plus du temps que restait un site de crash sur la map, j'ai espéré 3 jours, j'ai préféré vérifier tout de suite. Bon, tant pis, c'est pas très grave.
Alors que nous regardons les pays en dehors de notre couverture radar s'affoler, notre première recherche se termine. Résumons rapidement, il va y avoir du pain sur la planche et besoin de tout de suite. Une autre information importante pour la suite est que capturer des aliens est une partie centrale du jeu et qu'il faudra s'y atteler dès que possible. Réfléchissant à comment faire la suite des opérations, je décide d'utiliser une partie de l'argent dont on dispose encore pour en sortir de nombreux modules pour que notre base principale puisse faire plus de choses. On va commencer par des hangars pour avoir plus d'avions disponibles en même temps, des laboratoires pour plus de recherche, des workshops pour plus de craft, des living quarters pour pouvoir stocker et avoir un endroit où mettre nos scientifiques et nos ingénieurs et nos soldats possiblement. Donc on va mettre dans le bon sens. Un radar, deux radars même pour augmenter la couverture radar de notre base, et un garage pour stocker nos véhicules, et enfin une infirmerie dans le cas exceptionnel où un de nos soldats reviendrait en étant blessé mais pas mort. Quelques jours plus tard, le jeu nous donne un petit coup de pouce. Les forces australiennes ont réussi à battre un ovni et nous demandent de venir finir le travail. On va donc débarquer là-bas et commencer notre première mission. Une grosse partie de la victoire ou de la défaite sur un combat dans Xenonaut se passe ici, dans l'écran de préparation des troupes. Les armes sont très différentes les unes des autres, ont certains avantages, certains inconvénients. Avoir la bonne arme au bon moment va faire énormément de différence, surtout si elle est utilisée par le bon soldat. Donc là, vous pouvez me voir à l'écran en train d'essayer de commencer à faire les choses à la main, parce que je n'ai pas joué depuis longtemps et que je ne me souviens plus très bien des différentes fonctions qui permettent de faire les choses simplement. Donc je vais attendre quelques instants que je retourne sur l'écran du roster de troupes dans lequel je vais travailler sur les classes de mes soldats. Même si les classes ne sont qu'indicatives, elles ont quand même deux utilisations. La première, c'est de charger un équipement de base pour un soldat, et la seconde, c'est d'avoir un reminder pour, par la suite, savoir quel soldat est censé faire quoi. Donc j'ai commencé par attribuer Heavy Weapon aux soldats qui ont à la fois beaucoup de force et de précision, parce que les armes lourdes en fait prennent le minimum entre les deux caractéristiques pour calculer leur précision, donc on a besoin d'avoir quelque chose d'à peu près équilibré. Ensuite, je vais prendre Assault pour les gens qui ont beaucoup de réflexes, parce que ce sont eux qui seront les plus proches de l'ennemi. Et enfin, je vais prendre Sniper pour les soldats qui ont beaucoup de précision, parce que avec des soldats qui n'ont pas beaucoup d'expérience, j'ai envie de maximiser mes chances de pouvoir toucher l'ennemi, et donc d'avoir une arme avec beaucoup de précision sur un soldat avec beaucoup de précision au moment où j'ai besoin de faire un shot vraiment un peu compliqué. Je vais laisser les autres en Rifleman pour l'instant et aller regarder leur équipement. Donc, comme je disais, donc là les Rifleman par exemple ont un fusil léger, mais en voyant un qui a beaucoup de force, je peux prendre un lance-roquette et lui rajouter, avec même une ou deux roquettes de rechange. Lance-roquette c'est un outil pratique qui m'a déjà sorti de pas mal de situations. Cela étant, je vais pas forcément prendre genre ça comme arme principale, mais voilà.
c'est bien de l'avoir en backup. Donc là, je me suis souvenu que les boucliers, c'est vraiment très bien. Je suis passé dessus tout à l'heure, je m'en suis rappelé et je me suis dit, ah oui, finalement, je vais prendre des boucliers. Donc j'ai pris mes 2 soldats qui étaient assault et je vais les faire passer en fait en classe bouclier. Tant pis pour le shotgun, le pistolet à une main, ce sera tout aussi bien. Faut savoir que le bouclier, donc, en fait, peut absorber les tirs qui viennent de l'avant et un bouclier de base à 150 points de vie, là où un soldat on a, on va dire, entre 40 et 60. Donc clairement, c'est mieux. Et le reste du poids transportable par nos soldats, en fait, sera équilibré avec des objets de soin. La plupart des dégâts du jeu infligent des saignements, qui sont des dots qui peuvent très vite tuer un soldat. Donc un objet de soin permet d'arrêter les saignements, c'est très important. Tout comme c'est important d'avoir un poids transporté par soldat qui est pile à la limite entre le maximum que tu peux porter sans le dépasser. Pourquoi? À la fin de la mission, en fait, plus le poids transporté était élevé, plus il y a de chances que le soldat gagne un point de force, voire plusieurs points de force. Et à terme, au fur et à mesure des missions qui vont s'accumuler, on veut que nos soldats pexent toutes les caractéristiques. Elles ont toutes une façon ou une autre de pexer. J'en parlerai plus en avant quand on y sera. Dernière étape, je place mes soldats dans l'hélicoptère de manière à pouvoir faire face à n'importe quelle situation de débarquement. Donc je vais prendre les boucliers, les mettre sur les côtés pour garder les portes. Je vais mettre les armes lourdes à l'avant, prêtes à tirer, et les snipers en seconde ligne. L'hélicoptère ne permet pas d'ouvrir ou de fermer les portes. Donc si on suppose que dès le début de la mission, il y a un alien devant nous prêt à nous tuer, il faut qu'on puisse instantanément réagir et le battre. Cela étant fait, on peut envoyer le vaisseau. Nous voilà arrivés sur le champ de bataille, tâchons de faire de notre mieux. On va commencer par explorer autour de l'hélicoptère pour s'assurer que personne ne nous attende, sachant que le jeu se déroule par phase. Les humains jouent, puis les aliens jouent. Chaque action demande des TUS, tourner, avancer, s'accroupir, se relever, tirer. Lorsqu'une unité n'a plus de TUS, elle ne peut plus rien faire. Donc là je vais commencer rapidement par s'assurer, comme je disais, que personne n'est derrière l'hélicoptère. Ça arrive, méfions-nous, hein, restons vigilants. Et cela étant fait, commencer à avancer pour explorer la map. Donc là, on peut voir que mon soldat porteur de bouclier a été la cible d'un tir de réaction. Donc c'est qu'il y a un alien qui est en dehors de notre champ de vision, qui nous a vu arriver et qui a essayé de nous tirer dessus. Heureusement, le bouclier a arrêté le tir. Donc comme vous pouvez voir, le bouclier a 111 points de vie sur 150, c'est-à-dire qu'il a arrêté 39 dégâts. C'était pas assez pour le tuer en un coup, mais bon, on va quand même préférer que ce soit le bouclier qui ait perdu les points de vie plutôt que nos PV, parce qu'il y en aura d'autres des tirs dans cette mission. Donc je vais faire avancer le reste de mes soldats en restant à couvert autant que possible et essayer en gros de voir qu'est-ce que c'est comme alien
comment je vais essayer de le gérer. On a un visuel sur l'alien. Bon, je sais quelle race c'est, mais vous savez pas encore, donc je vais pas dire ce que c'est. Mais vous le saurez bientôt. Dès la fin de la mission, on commencera à avoir des indices. Je termine mon tour, tandis que les civils proches de mon hélicoptère se réfugient en direction de mes troupes. L'alien semble vouloir utiliser son tour pour tuer un innocent plutôt que de me viser, et rapidement, ça devient à nouveau mon tour de jouer. Donc je vais voir si je peux me placer pour avoir à nouveau un visuel. Voilà, très bien. Hmm. Un deuxième ennemi. Ah bah, ouais, pourquoi pas. Du coup, on va reculer un petit peu. En sachant qu'un ennemi, s'il peut jouer son tour complet dans de parfaites conditions, est tout à fait capable de faire vraiment beaucoup de dégâts. Donc je vais juste rester sur deux tirs de couverture pour l'instant. Donc la salve du Private Stefano a été assez efficace, plus que prévu même. Parce qu'il arrive il a réussi à suppresser l'alien et à lui infliger des blessures. Là, il est retourné à couvert sans avoir assez de tus pour s'accroupir et être une cible plus difficile à toucher. Mais en ayant déjà fait quelque chose de son tour. Parce que tous les autres soldats complètement débutants ne peuvent pas vraiment prétendre. Donc on le félicite. C'est difficile de trouver une ligne de vue avec mes autres troupes. Mais la plupart de mes armes n'ont pas assez de portée. Mes snipers ont une chance décente de toucher, mais uniquement s'ils n'ont pas encore bougé. Donc les snipers fonctionnent comme ça dans le jeu. En fait, tant qu'on n'a pas encore bougé ce tour-ci, on a un gros boost de précision avec un fusil de sniper. Là, je fais par exemple un pas en avant, mais bien entendu, ayant bougé, mon fusil n'est plus du tout assez précis. Il faut que je me place bien et que le tour d'après, l'alien n'ait pas assez bougé pour devenir vraiment gênant à toucher. Cela étant, je suis plutôt confiant. L'alien qui a été suppresse en fait aura à son prochain tour la moitié de ses tus. Et je sais que dans Xenonaut, la plupart des armes qui font vraiment beaucoup de dégâts ont un mode de tir rafale qui utilise 60 ou 70% généralement des tus de l'alien qui l'utilise. Donc en étant suppresse, il pourra pas faire grand chose de plus qu'un tir. D'ailleurs, à leur tour, ils avancent, ils tirent, ratent. Très bien. Le deuxième avance, tire et touche mon bouclier. Mon bouclier ne semble pas avoir pris beaucoup de dégâts de l'arc électrique. Donc je vais renvoyer Stefano, voir s'il peut à nouveau faire quelque chose de cool. Onzième tir suppresse l'alien, c'est plutôt pas mal. Et je regarde parmi mes snipers s'il y en a un qui a un shot correct. Il semblerait que le Private Poulain ait un shot correct. Je vais donc prendre l'intégralité des tus de mon tour pour faire un tir aussi visé que possible. La balle connecte et mon adversaire s'effondre. Première victoire des humains sur les aliens. Espérons pas la dernière. J'espère pas la dernière parce qu'il y en aura beaucoup d'autres normalement. Je vais passer le reste de mon tour à replacer mes soldats, faire quelques tirs de couverture. Il reste un alien qui suppresse, donc normalement il n'y a pas trop de danger. Et ouais, finalement, vu que mes shields ont l'air de pouvoir complètement absorber les attaques de cette arme-là en particulier, je pense que je vais même genre carrément venir au cac et bah voilà quoi, je vais le tuer.
Alors, chose intéressante, mon shield a tiré une balle sur l'alien et ça a juste fait plunk. Alors, je sais qu'il y a des aliens qui disposent de grosses armures, celui-là étant, celui-là, visuellement parlant, ne semble pas en avoir beaucoup. Je vais devoir réfléchir à ça au prochain tour, même si j'ai déjà une petite idée de ce qui est en train de se passer. De toute façon, je ne vois pas trop ce que l'alien va pouvoir faire dans cette situation. L'alien n'a rien fait de son tour, probablement paniqué face à l'avantage numérique dont je dispose. Donc voilà, j'ai tiré une balle, deux balles, à nouveau ça fait rien et rien. Alors je sais que certains aliens disposent d'un bouclier qui est similaire au bouclier que moi je possède, mais qui est invisible, c'est un bouclier énergétique. Donc en fait je vais alterner entre mes deux soldats pour toujours tirer dans son dos vu qu'il se retourne vers la personne qui vient de lui tirer dessus. Cela étant, je manque de tuche pour l'achever. Donc je vais envoyer un autre soldat. Le problème c'est que j'ai pas un angle assez bon pour le toucher et je sais pas trop qui d'autre je peux envoyer. Alors le problème c'est que mon bouclier est un bouclier très large qui m'empêche d'enjamber en fait le muret en béton. Donc j'ai pas trop d'autres solutions. Ne faites pas ça à la maison, mais je vais dropper mon shield. Je vais rapidement faire 2-3 pas pour me mettre derrière, lui mettre une balle directement dans la nuque. La balle est suffisante et l'ennemi s'effondre. Aucun alien ne débarque durant le prochain tour de l'ennemi. Tant mieux, je vais pouvoir en profiter pour retourner chercher mon bouclier, avancer mes soldats et globalement commencer à parcourir la map pour récupérer tous les ennemis qui pourraient encore s'y trouver. Donc là je tombe sur un problème, c'est que mon bouclier n'a pas de chemin pour passer en fait au-delà de du moitié de la map. Il n'y a que des murets partout. Donc, pour l'instant je vais les avancer autant que possible, avancer le reste de mes soldats à couvert et voir si je peux trouver une position où je n'ai pas besoin de bouclier, vu que j'ai suffisamment de couvert pour que l'ennemi puisse pas me toucher s'il me tire dessus. C'est pas quelque chose qui arrive souvent d'ailleurs, normalement le fait à ce point de ne pas faire pouvoir passer un bouclier. Quelques tours plus tard, une nouvelle espèce alien fait son apparition, et cette fois-ci littéralement un alien du film Alien, un xénomorphe.
Fort heureusement, j'étais en position retranchée et quelques rafales en fait font fuir la créature qui n'a pas le temps de venir au corps à corps pour déchiqueter mes soldats. A mon tour, je regarde si j'ai une option. Le lance-roquette ferait des dégâts de zone, donc ce n'est pas ce que je vais utiliser. A nouveau, j'envoie Stéphano. Une rafale endommage suffisamment la carapace de la créature pour que mes balles puissent commencer à infliger des dégâts. Et une autre rafale de Private Lukac, Private Jean on va dire, finit de l'achever alors que la créature explose dans un nuage acide.
Pas grand chose à noter sur les quelques tours que j'ai pris pour me rapprocher du vaisseau alien, si ce n'est possiblement l'utilisation d'une entrequête que j'ai faite donc pour pouvoir créer un trou pour que mes shields puissent s'y rendre. Là je suis en train de préparer ce qu'on appelle un breach, donc à l'intérieur du vaisseau alien il y a probablement au moins un alien que j'ai vu rentrer. L'endroit est assez exigu, l'alien sait que je viens, il sera en position de faire des tirs réflexes et de se défendre. L'idée ça va être de positionner mes soldats de manière à ce qu'en un tour je puisse prendre autant d'actions que possible, tout en évitant que si l'alien décide subitement de faire une charge à l'extérieur du vaisseau, il puisse facilement toucher mes soldats. Donc là je vais précautionneusement ouvrir la porte, donc effectivement l'alien était derrière. Je peux pas tirer avec mon heavy machine gun parce que sinon je risque de toucher mon propre soldat, donc je vais prendre un risque, demander à Salvatore de reculer en exposant son dos. Heureusement l'alien n'a pas pu en profiter pour faire un tir parce que Salvatore a beaucoup de réflexes. Mes heavy gunners peuvent suppress mon adversaire. Bon, il prend pas de dégâts. J'imagine qu'il va avoir un bouclier énergétique, c'est pas très grave. Je vais continuer de tirer et au bout d'un moment, le bouclier énergétique ne va plus suffire. Il se recharge pas entre les tours. C'est juste un bouclier avec des points de vie fixés comme le mien. Un rafale de plus devrait suffire. Voilà. Donc là, il a pris quelques dégâts. Ça veut dire que son bouclier énergétique n'a pas tenu. Je vais envoyer mon sniper. Normalement, une balle dans la tête devrait suffire à l'achever. Et là, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas fait beaucoup de dégâts avec mon arme. Il y a un côté random sur les dégâts des armes. Là, j'ai fait, je pense, le minimum. Il a survécu. Bon, c'est pas très grave. Je vais reculer, me cacher derrière mon shield. On va attendre le prochain tour. Il n'y a plus de bouclier. Il est suppress, il est blessé. Je m'attends à ce que la mission se termine plutôt rapidement et plutôt facilement. Me cacher derrière mon bouclier aurait été finalement plutôt une bonne idée, vu qu'un autre alien, que je n'avais pas encore vu dans la mission jusqu'à présent, a débarqué du fond du vaisseau, tiré, mais il a fait 65 dégâts au bouclier, ce qui aurait été assez pour tuer un de mes soldats. Et le tour s'est terminé avec la porte qui se referme. La porte se referme automatiquement au début du tour des joueurs, pour que les joueurs aient un malus en essayant d'utiliser les portes, alors que les aliens, eux, n'ont pas de malus. C'est leur porte à eux, ils ont des avantages. En tirant avec mon heavy machine gun, je suppresse le sniper qui était venu en renfort. Donc il a perdu les tues qui lui restaient ce tour-ci, et il aura que la moitié de ses tues au prochain tour. Cela étant, voilà, le premier alien est mort, je pense pas qu'il y aura d'autres tours. Là je vais juste envoyer Logan faire une rafale sur le dernier alien qui est déjà blessé, et je pense que ça va terminer la mission. Voilà, mission réussie. On a tout un tas de choses qu'on a envoyées en Research Division, c'est-à-dire que c'est des nouvelles recherches qui ont été débloquées. Ça va être très très bien parce qu'on a besoin de toutes ces recherches. Là on est vraiment au tout début, on n'a pas de stuff, on sait rien de ce qui se passe. On peut quand même apprendre qu'on est en train d'affronter des Kai'San, donc essentiellement des gardes, sauf celui qui avait un t-shirt vert qui était autre chose que juste garde. Donc pour l'instant on n'en sait pas trop assez pour pouvoir dire qui fait quoi. De retour au Geoscape, j'ai tout de suite lancé une recherche sur les armes de nos adversaires, espérant trouver des moyens de s'en prémunir, voire de créer nos propres armes pour pouvoir les tuer plus facilement. Hélas, c'est que le début de la recherche, il faudra qu'on étudie plusieurs armes du même set pour pouvoir avoir des résultats utilisables. Je vais commencer par le pistolet et après j'enchaînerai sur l'arme le fusil, puis le heavy, etc. etc.
Pourquoi ce combat est en train de mal se passer? Parce que mes avions n'ont plus de fuel. Le combat a été pris beaucoup plus loin de la base principale que le premier combat que vous m'avez vu faire. Et donc, avec moins de fuel, je suis obligé d'être plus agressif parce que je ne peux pas rester très longtemps en combat avant que mes avions se crashent. Et de plus, les différentes manœuvres, telles que le roulement d'esquive que vous m'avez vu utiliser pour esquiver un projectile, ou les afterburners pour aller plus vite et être plus maniable, consomment beaucoup de fuel. Donc j'ai essayé de moins m'en servir, d'être moins agressif. J'ai perdu un avion, j'ai préféré fuir parce que de toute façon, avec juste un avion, ça n'allait pas être possible de gagner. Heureusement, tous mes efforts ne semblent pas avoir été vains. Le vaisseau que j'endommageais se pose peu de temps après, probablement pour effectuer des réparations, et j'ai une occasion pour débarquer avec mes troupes avant qu'ils ne repartent. Après la victoire de la mission précédente, normalement tout devrait bien se passer, non? Non, tout s'est très mal passé. Il y a plusieurs facteurs qui jouent pour rendre cette mission plus difficile que la précédente. Le premier est que la mission est de nuit. Les aliens n'ont aucun malus de nuit, mais les humains voient moins loin, et il est possible de lancer des bâtons éclairants en avant pour éclairer un peu plus loin, donc ça crée des sources lumineuses qui permettent de voir comme si on était en plein jour. Cela étant, les lancer est une action qui coûte beaucoup de tus, et une action qui coûte beaucoup de tus, ça veut dire une action qui a des chances de provoquer un tir réflexe. Surtout quand on est dans une zone où on ne voit pas forcément très loin et où il pourrait y avoir un alien en train de viser le soldat qui est en train de lancer la flaire. Sinon, à part ça, je suis en train de faire un débarquement normal. Tout semble être parti pour être une mission qui a de bonnes chances de réussite. En tout cas, c'était ce que je me disais à ce moment-là encore.
Et voilà, c'est là que les choses se compliquent. Des petits effets jaunes et bleus que vous venez de voir, accompagnés d'un son strident, correspond à des effets psy. Donc on affronte des Kai'Zan, les Kai'Zan disposent d'effets psy. Donc en l'occurrence, le bleu c'est un effet de paralysie qui fait perdre tous les tus à un soldat, et l'effet jaune est un effet de peur qui baisse le moral d'un soldat, et quand le soldat arrive à 0 de moral, il a différents petits effets qui font globalement qu'on ne peut pas le jouer. J'ai aussi vu pas mal d'aliens tirer avec des armes qui avaient l'air relativement puissantes. J'ai quand même décidé d'avancer. De toute façon, ce sont des soldats qui sont remplaçables et n'ont pas vraiment d'équipement particulier. Donc je me suis dit, autant tenter le coup, on verra bien ce que ça donne. Alors je sais aussi que c'est une mission qui est plus dure pour une autre raison, c'est que contrairement à un site de crash, là c'est un site d'atterrissage. Lors d'un crash, en fait, l'UFO fait un tir de dégâts sur toutes ses troupes, et donc généralement quand on arrive sur un site de crash, la plupart des ennemis qu'on affronte sont déjà blessés, voire morts ou inconscients, ce qui rend la mission vraiment plus simple. Ça peut arriver même d'arriver à un site de crash et qu'il reste que un ou deux éléments en vie. Dans un site d'atterrissage, c'est garanti qu'on affronte toujours le maximum possible d'ennemis et tous en pleine forme avec tous leurs points de vie. Comme vous pouvez le constater, les pouvoirs psy c'est vraiment horrible. Mais on peut également voir le troisième et dernier facteur qui a contribué à rendre cette mission vraiment compliquée. L'UFO vers lequel on est en train d'approcher n'est pas le petit vaisseau, le petit scout qu'on avait capturé lors de la première mission, mais le bien plus large et bien plus imposant Medium Scout, dont l'équipage est composé de soldats qui ont donc un meilleur équipement et un panel plus varié en classe et en difficulté. Donc vu qu'on a affronté que les ennemis les plus faciles lors de la mission précédente, il y aura nécessairement des aliens plus compliqués sur cette mission. Voilà. Donc après un tour comme ça et en voyant l'énorme truc qui est sorti du vaisseau, c'est le moment où j'aurais dû décider de fuir. J'ai décidé de rester. Pourquoi pas, je me suis battu jusqu'à la mort. Ça n'a pas fait une grosse différence. Je vais laisser le reste de la mission se dérouler sans commenter plus avant. De toute façon, je vous ai déjà spoilé comment ça allait se terminer. Et c'est pas très très bon pour mes soldats.
Bon, bah j'imagine qu'il va être l'heure d'engager une nouvelle fournée de soldats. Allons voir ce qui se trouve. Au milieu de toutes les recherches qu'on débloque coup sur coup, notamment on a la recherche du désassemblage qui se débloque. Je vais rapidement en parler parce que c'est une mécanique qui est importante dans X-Division. En fait, tous les objets qu'on récupère sur le champ de bataille peuvent être désassemblés. Ils vont donc d'un objet que les aliens peuvent utiliser donner un objet générique. Par exemple, 4 pistolets plasma vont donner un cœur énergétique, ou une super mitrailleuse plasma peut donner 2 ou 3 cœurs énergétiques. Ces objets génériques vont par la suite en fait être ce qu'on va utiliser pour crafter les armes que nos xénonautes vont pouvoir utiliser, et les avions et les armures, etc., etc. Les forces américaines ont abattu un vaisseau au-dessus du Groenland, et je commence à avoir accumulé pas mal d'échecs entre le combat aérien et le combat au sol qui se sont mal passés. À contre-cœur, je vais devoir ne pas laisser cette occasion passer, sinon on va commencer à prendre trop de retard. Je vais embarquer la team d'élite pour une mission de nuit en pleine neige, et croiser les doigts pour que ça se passe aussi bien que possible. Je vais prendre un équipement qui sera assez standard, à la différence près que j'ai équipé sur mes boucliers des bâtons électriques qui sont capables d'étourdir les ennemis, quitte à avoir des soldats d'élite avec un peu trop de puissance pour la mission. Je vais essayer de faire une ou deux captures, ce sera toujours cette fait et ça nous avancera pour la suite.
Du coup, maintenant que vous avez vu des bons et des mauvais exemples, je vais laisser le suspense travailler pour moi et je vais vous laisser apprécier cette mission sans aucun commentaire de ma part. Enjoy!
Si vous avez parié sur aucun mort, félicitations, vous êtes plus optimiste que moi. Mais en tout cas, j'étais quand même plutôt bien satisfait du résultat de la mission. C'était mieux que ce que j'espérais. On est reparti avec notre alien en captivité. J'ai aussi essayé, comme vous avez pu le voir dans la mission, de capturer le Kaizen au t-shirt noir. Je sais que ce sont les gens qui ont les armes parmi les Kaizen, donc j'espérais qu'en le capturant, je pourrais avoir un petit boost pour récupérer rapidement une arme. Hélas, le corps n'a pas été validé. Je pense que c'est parce que j'ai pas encore fait la recherche prérequise de Alien Interrogation, qui est nécessaire pour pouvoir parler avec les aliens. Donc pour l'instant, j'ai juste accès à la vivisection du garde que j'ai récupéré, avec éventuellement une armure par la suite. Enfin bon. Les command centers que j'ai placés au tout début de la partie sont enfin terminés, donc je vais pouvoir commencer à y construire des modules pour qu'ils puissent servir à quelque chose. Bien entendu, je vais placer des radars, vu que si on ne peut pas voir les ovnis, on ne peut rien y faire. Je vais également placer des hangars pour pouvoir intercepter les ovnis et les détruire, c'est ce qui est le plus important. Et je vais faire ça donc pour chaque base qui a été placée au tout début. Je ne mets pas de living quarters et par extension donc je n'aurai pas de soldats qui seront stationnés à ces bases. Je compte conserver mes soldats combattants uniquement dans la base principale. Ça veut dire que ce sera pas trop possible de prendre les crash sites qui sont les plus loin de la base, parce que c'est trop loin, c'est pas très pratique d'aller y aller. Après il faut revenir, bon, c'est dangereux, le vaisseau de débarquement peut aussi se faire intercepter par des chasseurs aliens en milieu et en fin de partie. C'est pas très grave. L'idée est que tuer un ovni est beaucoup plus important que réussir le crash site derrière à court terme. À long terme bien entendu il faut réussir des crash sites, mais bon. Par contre, pour la seconde base, je vais mettre des living quarters et des laboratories. À terme, je compte faire de ma seconde base un endroit qui est dédié uniquement à la recherche, où, enfin, il y aura quand même des avions pour défendre, mais surtout avec beaucoup de recherche, afin de libérer dans ma base principale la place pour pouvoir faire plus de craft. Lors d'une mission réussie, en fait, le loot est ramené à la base principale, et si je veux pouvoir faire des crafts tranquillement, il va falloir que je centralise les différents objets, donc avoir autant de capacité de craft de possible et autant de stockage possible dans la base principale, ce sera très pratique par la suite. Un vaisseau alien vient de se poser non loin de ma base. Mes nouvelles recrues sont arrivées, mon premier véhicule est prêt. Je vais équiper petit à petit mes troupes avec notamment un des nouveaux lance-flammes afin de pouvoir gérer les gros aliens noirs. Et je compte me lancer à son assaut. Après tout, ça pourra pas être pire que la fois précédente. Et c'est sur ça que je vais finir ma vidéo. En tout cas, pour ce qui est de l'aspect commenté, je vais laisser dérouler tout le chargement de l'équipement et m'arrêter juste avant le débarquement. J'espère que vous avez apprécié au moins cette présentation du jeu. Je sais pas quel format je vais prendre pour mes vidéos suivantes. Faire le voice-over et l'édition de la vidéo m'a pris beaucoup plus de temps que prévu.
Donc peut-être que les prochaines seront avec plus de gameplay et de commentaires en live et avec moins d'édition et de voice-over. Je verrai. En attendant, si vous avez des commentaires ou si vous voulez juste me donner des recommandations pour quoi faire pour la suite, n'hésitez pas à me contacter et bonne journée à tous.